Alors, Andromaque, c'est une pièce de Jean Racine écrite en 1666 et qui raconte l'histoire d'un truc qui est 1000 fois au-dessus de tous les triangles amoureux qu'on voit au cinéma, qui est un truc à 5 côtés, parallélépipède, on se comprend, amoureux. C'est-à-dire que c'est une succession de personnages qui s'aiment mais qui ne sont pas aimés en retour. Si vous l'avez lu, encore une fois, ça c'est très clair. Oreste, qui est l'ambassadeur, est amoureux de Hermione, qui elle-même est la fille de Sparte. Et c'est pas très clair si je le raconte comme ça. En gros, partons du premier truc, c'est qu'il y a eu la guerre de Troie. La guerre de Troie, elle a conduit à la victoire des Grecs sur les Troyens, et donc il reste plus personne parmi les Troyens, hormis quelques princesses, dont Andromaque et son fils Astyanax. Le fils avait été censé être zigouillé, mais en fait, par un subterfuge, elle a réussi à l'échanger avec un autre enfant. Donc c'est juste un autre enfant qui meurt, donc c'est pas grave. C'est pas son fils à elle. Ils sont emmenés par un des généraux vainqueurs, un des principaux généraux vainqueurs, Pyrrhus, qui est le fils d'Achille. Pyrrhus emmène Andromaque, qui est son butin, il l'emmène en Épire, qui est sa propre principauté, son propre royaume. Et le problème, c'est que... c'est pas encore un problème. Quand il arrive, Andromaque devient sa prisonnière, et pour le remercier, les Spartes, donc Ménélas, vous savez, le mari d'Hélène qui avait été emmené par Paris, si vous avez vu le film 3 aussi de 2004, ces choses-là sont claires. Pour remercier Pyrrhus, et à nouveau en butin, on lui promet une fille qui est Hermione, la fille de Ménélas, une princesse, on lui promet un mariage. Et donc, Hermione va en Épire, et puis tout est censé se passer comme si de rien n'était. Le problème, c'est qu'à mesure que le temps passe, le mariage se fait pas. Et donc, les gens commencent un peu à se dire, mais Hermione, allô, il faudrait quand même que Pyrrhus l'épouse. Sauf que Pyrrhus, il est plus amoureux de Hermione. De toute évidence, il a l'air de plus en plus amoureux d'Andromaque, qui est donc sa prisonnière et son ennemie. C'est-à-dire que elle est troyenne et ils viennent de faire une guerre qui a duré 10 ans et qui est un peu fondatrice dans l'histoire de la Grèce. Donc, ça commence un peu à inquiéter les Grecs qui disent, mais dis donc, Pyrrhus, t'as plus l'air trop de notre côté. Donc, ce qui se passe, c'est que les Grecs envoient un ambassadeur, dans la personne d'Oreste, qui a pour objectif de dire à Pyrrhus, cesse de faire le bazar et va épouser Hermione. Et donc les choses se passent. Et aussi, si possible, on a appris qu'Astyanax n'était pas mort, donc zigouille-le. Et comme ça, tu manifesteras ton allégeance. L'autre problème, c'est que Oreste, il cherche pas du tout à remplir sa mission. Parce que lui-même, depuis longtemps, il est amoureux d'Hermione. Donc, comme Hermione, c'est celle qui est promise à Pyrrhus, si Pyrrhus n'épouse non pas Hermione mais Andromaque, c'est-à-dire qu'Hermione, elle sera, comme qui dirait, dans le célibat. Donc, Oreste, pourra épouser Hermione, et c'est son rêve le plus fou. Donc, on arrive à une situation où se mêlent les sentiments et la politique, et vous avez Oreste qui aime Hermione, mais Hermione n'aime pas Oreste, elle aime Pyrrhus, sauf que Pyrrhus n'aime pas Hermione, il aime Andromaque, sauf que, in fine, Andromaque, elle n'aime pas Pyrrhus, mais elle aime Hector, son mari qui est mort depuis longtemps. Et également Astyanax, qui est un peu le gros loser qui parle même pas, enfin bref, un personnage pas intéressant. Non, je rigole. C'est peut-être pas le moment de faire des blagues dans un résumé qui est un peu compliqué. Tout ça pour dire que... Vas-y, continue. Non, mais tout ça pour dire que c'est effectivement une pièce dans laquelle il y a une... il y a une urgence, il y a une intrication assez terrible de ce que les gens souhaitent faire et de ce qu'ils doivent faire. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir l'essentiel des problèmes de la pièce. Les Feux de l'amour version Grèce antique, quoi. Ouais, je sais pas si tu connais le mock, mais ils ont fait une vidéo sur Andromaque où c'est un peu leur 3 ans. Très bonne vidéo d'ailleurs. Mais comme quoi, l'impression est claire. Donc ouais, voilà, on part sur une situation de départ en fait qui est avec vraiment une sorte d'intrication amoureuse qui est hyper compliquée et surtout qui en fait vraiment quand c'est résumé ou quand on l'explique de façon encore plus dense, on va dire, enfin on se rend compte quand même que la situation initiale elle est vraiment passionnante, quoi. Il y a vraiment un grand truc à faire. Et en fait Racine, qu'est-ce qu'il propose à ce moment-là? Et en fait il propose, c'est pour ça que c'est une pièce qui est assez difficile à lire, une suite de discours en fait. Les personnages vont aller les uns vers les autres et en fait essayer de se convaincre
de s'aimer. Voilà, donc Oreste va voir Hermione en essayant de lui donner ses arguments, de la faire fléchir. Hermione va aller donner les arguments à Pyrrhus pour essayer de le faire fléchir, etc. Et en fait, elle a une sorte de suite de plaidoyer ou de réquisitoire pour essayer de dire voilà pourquoi il faut que tu m'aimes, etc. Et donc évidemment, ça ne marche pas du tout et tout le monde meurt, grosso modo. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que comment dire, ça va être au lieu d'avoir une sorte de suite d'actions flamboyantes, et ben en fait c'est pour ça que c'est une pièce qui est à la fois super belle mais un petit peu difficile à lire, et que par exemple quand on essaie de la faire lire au lycée, c'est compliqué parce que déjà c'est une langue qui est pas du tout la nôtre, mais aussi parce qu'en fait c'est vraiment juste une suite de discours les uns à la suite des autres, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait c'est des discours qui vont pas seulement faire entrer des arguments rationnels, c'est-à-dire aime-moi parce que je suis riche, parce que j'ai pas quoi, mais en plus des jeux de pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait le but du discours, c'est de faire fléchir l'autre, et donc en fait ça va être des négociations. Et ça qui est dingue en fait, c'est que c'est une pièce horrible, et c'est pour ça que c'est aussi une pièce super belle, parce qu'en fait déjà il faut bien se dire que les personnages ne s'aiment pas les uns les autres. En fait, dire que Oreste aime Hermione, aime Pyrrhus, etc., c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que les personnages n'ont pas d'amour les uns pour les autres, mais de la passion. Et donc à partir de là, ils se voient les uns les autres comme des objets, d'accord, des objets de passion. Et donc ils rêvent juste de se posséder, de pouvoir maîtriser l'autre. C'est un peu ce qu'on avait dans le Misanthrope, qui finalement n'aime pas, dont on a parlé la semaine dernière. Le Misanthrope, il y a 15 jours, le Misanthrope, il n'aime pas Alceste, il n'aime pas Célimène, mais pour lui, en fait, Célimène est un objet. Et en fait, ce qui est hyper intéressant et ce qui est horrible, c'est que en fait, à partir de là, il ne peut éprouver que de la frustration. Soit, en fait, de toute façon, il a deux choix. Soit il la possède et en fait, il est frustré de voir qu'en fait, elle n'était qu'un objet depuis le début, alors qu'il croyait l'aimer. Et ça va être l'objet, finalement, il me semble, de la semaine prochaine avec Lolita. Et soit il ne la possède pas, et c'est ce qui se passe en fait là dans le Misanthrope et dans Andromaque. Les uns les autres, en fait, ils ne se possèdent pas, et donc en fait, ils se rendent compte ils ont de la frustration de pas pouvoir faire fléchir l'objet, en fait, faire fléchir l'autre. En gros, le but de tous ces discours à chaque fois, c'est de pouvoir mettre la main sur l'autre et de le posséder exactement comme un objet, quoi. Et donc en fait, on a les mécanismes de la passion d'un côté, et on a de l'autre côté les mécanismes du désir aussi qui entrent en jeu. Et en fait, avec en fait au-dessus, on va dire, la chape du pouvoir. C'est un peu comme ça, moi, que je vois la pièce, je veux dire. C'est-à-dire que tout est une question de pouvoir. Il n'y a que des rapports de pouvoir. Il n'y a aucun rapport amoureux, en fait. C'est ça qui est hallucinant. C'est des rapports de pouvoir. Et même le désir lui-même, il est vu comme un pouvoir. Et en fait, en l'occurrence, les problèmes, c'est que vu que le désir n'est pas partagé, et en fait, à chaque fois, d'un côté, il y en a un qui a un pouvoir politique sur l'autre. Par exemple, Oreste, il va dire à Hermione, moi, je te ramène et je t'enlève. Je suis un mec, j'ai des muscles, j'ai des gens derrière moi, on va t'enlever. Et ton père aussi m'a donné. De toute façon, j'ai un mandat pour venir te capturer. Et puis, de l'autre côté, Hermione, elle a aussi des arguments elle a aussi du pouvoir. Mais en fait, c'est un pouvoir de désir. Elle dit, moi je ne te désire pas. Et elle le dit, c'est horrible. Il y a des vers, mais horribles, où elle dit, ah là là, mais c'est terrible, Oreste, parce que moi j'aimerais vraiment t'aimer, mais la nature est mal faite, je ne t'aime pas, parce que tu vois là, c'est terrible. Je n'ai pas de sentiments pour toi. Comme ça, ouais. Et donc en fait, ça va être une suite de. En fait, il faut pas se méprendre en fait sur la force de cette pièce. C'est-à-dire que cette pièce, elle a été écrite finalement comme une sorte de grosse. On sent qu'au début de la pièce, ça va vraiment partir en couille et qu'il va vraiment y avoir comment dire, au niveau de l'action, qu'il peut se passer plein de trucs. Et en fait, j'en parlais tout à l'heure avec Pierrot quand je relisais la pièce. Les 3 premiers actes sont vraiment écrits pas du tout sur le mode de l'action, c'est-à-dire, et c'est pour ça que le début de la pièce peut paraître hyper emmerdant quand on n'a pas l'habitude. C'est en fait que c'est juste une suite de discours et en fait de rapports de force. En fait, on va essayer de faire plier l'autre et de le faire fléchir à sa volonté. Et en fait, après, le 4e acte et le 5e acte, bam bam, et là ça part, et là ça fuse. Et en gros, là pour le coup, ça peut clairement être mis en scène, mais sans problème, à mon avis, pour même des collégiens. J'y vois aucun problème, et je pense vraiment d'ailleurs que c'est même au niveau de la langue, ça devient assez compréhensible et tout. Donc si on veut, on a les 3 premiers actes qui sont construits pour faire du build-up et en fait qui sont très lents, et en fait les personnages viennent se faire fléchir les uns les autres, et on a un combat comme ça où on essaie de se retourner comme ça et de mettre la main sur l'autre. Et en fait, les 2 derniers actes, et en fait ça accélère. Genre par exemple l'acte 4, il est super court. Vous voyez dans le livre, ça se lit en 10 minutes, quoi. Il y a vraiment l'acte 4, c'est si c'est comme ça je vais me suicider, moi je vais me tuer, moi je vais te tuer, va le tuer. Et ok, acte 4 fini, quoi. Et après acte 5, ils vont se tuer les uns les autres et devenir fous. Et c'est hyper beau et c'est hyper puissant, quoi.
Mais ouais, c'est ça. En fait, je trouve que ce qui va aussi dans le sens de dire que il y a un moment, ça pète, quoi. C'est-à-dire que ça y est, les digues de la raison ont complètement cédé. C'est dans l'idée de dire aussi que, d'une certaine manière, c'est de la négociation entre des personnages qui sont vraiment au bord de la rupture de nerfs, quoi. Enfin, c'est comment dire. Et du coup, tout va un peu dans ce sens-là. C'est le fait de dire que Oreste lui-même, il débarque pas un peu comme ça, comme une fleur, en disant alors bonjour, je suis venu remplir une mission. Pas du tout. C'est qu'en fait, ça fait longtemps qu'il aime Hermione. Il a essayé de faire de son mieux de l'oublier, etc. Quand il a appris qu'elle allait se marier avec Pyrrhus, il s'est dit ouais, bah c'est ça, casse-toi. De toute façon, je m'en fous, je t'aime pas, tu vois. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était absolument impossible de passer par-dessus ça. Et donc, d'une certaine manière, là, quand il vient, il joue le tout pour le tout. C'est-à-dire qu'il dit clairement, ok, je suis à fond, il faut que je la récupère, quoi. Il faut vraiment que je fasse de mon mieux pour la récupérer. Pyrrhus, de la même manière, ça fait 1 an qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'il a déjà buté plein de gens. Pendant la guerre de Troie, ça a été un des principaux. Il y a des vers là-dessus où il dit voilà, ça a été un des principaux généraux un peu sanguinaires, quoi, si je puis dire. Et ça fait 1 an qu'on lui donne Hermione, mais en même temps il n'en peut plus parce que ça fait 1 an aussi qu'il est amoureux d'Andromaque. Andromaque, ça fait 1 an qu'elle est prisonnière et donc effectivement elle commence un petit peu à en avoir à la casquette. Et Hermione aussi, bah, on lui avait promis, parce qu'en permanence elle est promise par un tel, c'est toujours son père qui lui dit un peu quoi faire, etc. Et elle n'arrive pas à trouver. Enfin, on peut très bien imaginer que ça fait 1 an qu'elle est dans le palais et que le mariage se passe pas, alors que c'était un peu son seul moyen d'accéder à un statut précis. Bah, il s'emmerde. Il y a un moment, ça la rend malade, quoi. Donc en fait, ils sont tous au bord de la, oui, c'est ça, de la crise de nerfs. Enfin, comment dire, c'est pas uniquement psychologique, mais c'est qu'il y a aussi un moment où en fait tout est prêt pour qu'il y ait une dernière forme de négociation, si je puis dire, c'est-à-dire les uns essaient de se convaincre les uns les autres et sont hyper cassants parce qu'en fait, il y a en permanence du retour sur ce qu'on a dit. C'est-à-dire que dans l'acte 1, Pyrrhus, il essaie de séduire Andromaque, mais en fait, elle lui dit non. Et du coup, il dit... alors que juste avant, il avait dit à Oreste, va te faire voir mon gars, je défends Astyanax dans tous les cas. Ensuite il va voir Andromaque, il lui dit bon alors t'as vu je suis sympa avec ton fils et tout, je sauve la vie. Andromaque lui dit bah non mais en fait ça ne m'émeut pas, donc je vais pas t'aimer. Donc ce qu'il avait dit à Oreste, finalement il revient dessus, donc ça bouscule complètement les plans d'Oreste. D'une certaine manière c'est un truc dans lequel les personnages sont ils avaient déjà tous envie de se tirer une balle, et là, ils sont poussés encore plus loin par ces négociations qui échouent en permanence, le fait que tout est en permanence en train de s'effriter, c'est-à-dire que ce qu'ils espéraient chacun à chaque fois est en fait complètement foutu par terre. Et donc, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un pas jusqu'au fait de dire, eh ben, ça y est, l'irréparable est commis, je te dis, va le buter, eh ben, ok, va le buter. Et même... aller le buter, c'est même pas quelque chose qu'ils arrivent à faire, puisque finalement c'est une délégation, enfin une expédition grecque qui est envoyée, et du coup même ça Oreste n'arrive pas à le remplir. Ouais. Donc jusqu'à la fin, à qui tout échappe, quoi. C'est ça qui fait que, comment dire, en le relisant, je me disais qu'il y a vraiment un potentiel, et c'est évident, enfin je veux dire, dans la pièce, il y a vraiment un potentiel comique, mais qui est vraiment ironique et hyper horrible. Et pendant tout le truc, on se dit mais tous les personnages. Alors le pire, c'est Oreste, où à chaque fois dès qu'il fait un truc, on peut pas s'empêcher de le trouver nul et raté, quoi. C'est vraiment un petit mec médiocre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Hermione aussi, en fait, tous les choix qu'elle fait, ils sont hyper mauvais. Pyrrhus, en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est en fait une pièce sur la déshumanisation aussi. C'est le fait que prendre l'autre pour un objet, alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le fait que finalement ce n'est pas de l'amour qu'ils ressentent les uns pour les autres, mais de la passion. Et en fait, donc avec la passion, on prend l'autre pour un objet, dans la passion. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que on se rend compte dans cette pièce qu'en prenant l'autre pour un objet, on se change soi-même en objet, on se déshumanise. Et en fait, Oreste finalement... parce qu'en fait on devient soi-même objet de la passion, et donc et en fait c'est ce qui se passe notamment pour lui, c'est ce qui fait que on dit pas les trucs. Ouais. C'est qu'en fait s'il est si médiocre, quoi, c'est parce qu'en fait il est incapable en fait il est aussi médiocre, s'il paraît aussi ridicule, parce qu'en fait il ne cesse de se déshumaniser au fil de la tragédie, en fait, et c'est ce qui fait aussi, justement, je disais qu'à mon sens il y a quand même un potentiel comique de la pièce,
notamment dans les premiers, notamment voilà, on avait vu, alors je sais plus si t'étais là. Je sais mais sur on allait voir Hermione et Morès qui est un acteur. Et d'ailleurs la version est sur internet. Il y a sur YouTube quelque chose que je vous conseille parce que comme j'ai dit, les 3 premiers actes sont assez durs à lire et à voir, mais il y a une proposition qui a été faite par Neri Catino, qui est le metteur en scène de Mathieu Chédid, ex-metteur en scène. Et en fait, en gros, sa proposition, c'est de dire les 3 premiers actes, vu qu'ils sont très durs à voir, ce qu'on propose, c'est qu'on les fait de façon ultra didactique. On part du principe que c'est dur à voir, donc le tout début, on va carrément faire une introduction où on explique, alors voilà, lui c'est Hermione, lui c'est Oreste, elle c'est Hermione, ils s'aiment pas, alors on prend des petits ballons, on les approche, machin et tout le monde fait ok. Et on fait répéter au public, on explique bien. Puis après, le premier acte arrive, et le premier acte, chaque scène, on va le faire sous forme comique. Et donc, alors ils font les vers, il y a certains. Alors ils font pas les scènes en entier, ils font les scènes les plus importantes, quoi qu'ils considèrent comme importantes, ils redécoupent, etc. Et puis, et donc tout est sur YouTube. Hein. C'est la deuxième proposition quand vous tapez Andromaque sur YouTube. Moi, celui qui s'appelle justement Oreste et Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Et en gros, l'idée c'est voilà, de faire ces premiers actes comme ça, et de façon vraiment très drôle, avec des parodies. Franchement, ça m'a vraiment fait rire, et c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, c'était avec des parodies, notamment des parodies musicales. En fait, ils font vraiment il y a toute une scène qu'ils font en tango. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le tango permet d'annoncer le fait que ça va devenir sombre, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de comique, de voir les personnages là s'approcher, etc., machin, sous la forme du tango, et en même temps on sent que ça va partir en live, quoi. Et la fin de la pièce est faite de façon complètement neutre, il y a plus de décor, il y a plus rien, toutes les fioritures sont enlevées, et voilà. Et ça pour dire que je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est hyper discutable comme choix parce qu'on pourrait se dire que finalement, non, le début. Moi, je le discute par exemple. Oui, bien sûr. Mais non, c'est vrai que c'est discutable. On pourrait se dire que le début peut être expliqué, peut être joué, bien joué, et simplement par la présence de l'acteur, et ben en fait, on va pouvoir donner à voir et donner à sentir au spectateur des choses que voilà, il comprend pas forcément, mais lui donner à sentir. Et voilà, finalement. Il y a aussi que ça revient à réduire un peu les premières scènes à de la pure exposition, et du coup, il y a juste un peu le fil à retrouver. Et du coup de dire ah oui attends qui est qui, et du coup en fait ça ôte enfin comment dire l'urgence et le tragique qui se tient déjà dans ces vers là. C'est à dire que du coup ça reviendrait presque à dire l'important c'est de connaître un peu l'histoire, de piger grâce au début, de piger la fin. Mais en fait, la pièce, c'est pas juste un récit narratif. C'est-à-dire, d'autant plus que les gens, à l'origine, enfin à l'époque, le connaissaient bien. Donc, c'était pas le premier objectif. Le premier objectif, c'était d'essayer de réussir à utiliser la langue pour donner sens à la situation qui est la plus tragique du monde, et qui est celle d'Andromaque et compagnie. Mais en y repensant, tu vois, autant en sortant, j'étais un peu dubitatif en me disant, ok. Alors déjà en sortant, moi j'étais hyper emballé parce que il y avait quoi, c'était une salle où il y avait plein de collégiens, et franchement la fin, il y avait un frisson de silence dans la salle, alors que clairement sur du théâtre classique hardcore comme Andromaque, on pourrait se dire ok, les gens normalement on les a tous perdus, et là franchement la dernière scène, vraiment on sent le frisson dans la salle, quoi. Il y avait un silence de mort. Donc voilà, on pourrait dire déjà au moins le pari il est remporté de ce côté-là. En même temps, a posteriori, je me suis dit, bah non, j'étais un peu dubitatif vis-à-vis du fait de sacrifier, entre guillemets, les 3 premiers actes en faisant une explication. Mais en fait, ce qu'il faisait, c'était pas une explication, c'est-à-dire en faisant une parodie, on peut aussi restituer la tension. Par exemple, alors la scène où ils le font en tango, on peut restituer la tension. Le fait que, alors oui, c'est vrai que ces 3 premiers actes ne sont pas, il y a une vraie différence entre ces 3 actes et les 2 derniers actes. C'est-à-dire que, entre l'acte 3 et l'acte 4, il y a Andromaque qui descend. Elle dit je vais aller voir mon époux, et elle va consulter son époux en fait sur sa tombe pour réfléchir à pour lui demander voilà ce qu'il faut faire. Et après elle revient au début de l'acte 4 et elle dit ok, je vais épouser Pyrrhus. Là il y a ses fils qui lui fait trop bien, bah ok, allons-y, enfin vous faites le chemin de la raison et tout. Et parce après, que si elle épouse Pyrrhus, du coup le fils Astyanax n'est pas tué. Voilà, et donc et juste après elle fait ah bah trop bien, vous avez le chemin de la raison, et elle fait et donc juste après je vais me suicider. Et donc là et quoi, et en fait elle lui explique son plan. Et oui, parce qu'en fait si je me suicide juste après machin et en fait on se rend compte que entre l'acte 3 et l'acte 4 elle a déjà dit à Pyrrhus qu'elle allait faire, et Pyrrhus a déjà dit et Hermione en a déjà été informée, et Oreste aussi. Ce qui fait qu'en fait elle dit, c'est pour ça que je dis que l'acte 4 il y a une accélération mais fulgurante, et que franchement
si vous avez du mal à entrer dans la pièce, n'hésitez pas, lisez-la, allez la voir au théâtre, parce que les 3 premiers actes sont durs à lire, comme j'ai dit, ou à voir, parce que c'est des actes de négociation, et donc en fait c'est chaque petit pas que chacun va arriver à faire vers l'autre pour le faire plier à son désir, et en fait l'acte 4, boum, ça accélère, il y a une accélération de malade, en gros, où Andromaque elle fait je me marie, ouais, mais je vais me suicider, quoi? Parce qu'en fait pour sauver mon fils, ah trop bien. Après il y a Hermione qui arrive et qui fait quoi, mais comment ça Andromaque a accepté, bon bah alors on va la faire tuer. Et à ce moment-là il y a Oreste qui arrive et qui fait moi je veux bien la tuer, va la tuer. Tuer Pyrrhus. Oui, on va tuer Pyrrhus, pardon. Alors elle arrive et il fait ok, moi je veux bien tuer Pyrrhus. Elle fait ok, tu vas le tuer. Il part et après elle fait non, attends une seconde, j'ai oublié de dire qu'il faut qu'il le tue en mon nom. Attends, reviens Oreste. Et puis entre temps Oreste est déjà revenu, il fait j'ai pas réussi, il est couvert de sang, et il fait j'ai pas réussi à le tuer, mais il y a des gens, il y a du sang partout, j'ai réussi à me tremper un peu dans son sang, vous en faites pas. C'est vraiment ridicule. Il échoue, c'est vraiment, franchement c'est très très réussi. Et le côté tragique et comique sont tellement. Et en fait, finalement, il y a un truc intéressant. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on renoue. En le relisant, on a aussi retrouvé beaucoup de liens avec le misanthrope, notamment dans ce délire qu'ont tous les personnages de dire non, mais je vais continuer à souffrir au lieu de partir. Les personnages, on leur dit tout le temps casse-toi. C'est le grand truc du théâtre. Le gars veut sortir. Et là, tout le monde leur dit mais Hermione, barre-toi d'ici, ça pue, tu vas finir, tu vas mourir. Et en gros, à chaque fois, le personnage dit non, je vais rester pour voir jusqu'où l'autre pourra me faire souffrir. Un gros délire. Et c'est marrant, c'est dire qu'on trouve aussi chacun dans nos vies tous les jours, où on est avec des. Enfin, c'est des trucs passionnels, où quand quelqu'un vit une passion, la raison est complètement ailleurs, et il va avoir ce genre de raisonnement à 2 balles. Et là, c'est intéressant, c'est que ce raisonnement de dire je vais rester auprès de l'autre qui me fait souffrir pour voir jusqu'où il est capable de me faire souffrir, et pour voir si en fait, au fond, il ne va pas me dire que depuis le début c'était une blague et qu'en fait il m'aime beaucoup. Tu vois, en général, c'est symptomatique qu'il faut plutôt aller consulter. Donc il faut fuir le moment où tous les signaux sont rouges, les personnages restent en disant non, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est exactement ce que fait Alceste dans Le Misanthrope. Et en fait, c'est intéressant, parce que finalement, est-ce que, et là, il y a une belle théorie du théâtre à faire, et peut-être qu'il y aura une petite thèse à faire là-dessus, est-ce que finalement, est-ce que le misanthrope n'est pas à la comédie, n'est pas à la tragédie, ce que Andromaque serait à la comédie? C'est-à-dire que, parce que je veux dire que j'ai pas vu dans d'autres pièces de Racine des passages aussi drôles. Enfin, je veux dire, franchement, que ce soit dans Phèdre, dans toutes ses premières pièces, il y a des passages un peu marrants, parce que dans les premières pièces de Racine, il y a des méchants. Ça, c'est un truc très très drôle. Dans les 2 premières pièces de Racine, il y a des méchants. Donc, c'est des êtres qui sont super, qui s'appellent souvent le grand méchant, ou alors, par exemple, il y a Narcisse, mais typiquement Narcisse, dans le premier pièce, et qui se frotte les mains, et qui va avoir des ronds, et qui lui susurre à l'oreille mais tu pourrais être encore plus méchant, il a tué dans son sommeil, etc. Donc, c'est assez rigolo. Mais sinon, dans les autres tragédies, il n'y a pas de passage vraiment à mourir de rire ou de passage là. Et Andromaque, il y a quelque chose, il y a vraiment une veine qui est tragicomique, mais qui est quoi? Tragicomique au sens qui est drôle dans l'horreur en fait. Et un peu comme, et c'est ce qu'on a aussi chez Pascal. Et c'est intéressant. Est-ce que le lien entre les deux, je pose la question. On est sûr que tu as une idée. Non, là j'ai bien fait le rouge. Ouais. Est-ce que le lien entre les deux serait pas Pascal, serait pas Blaise Pascal? Alors faudrait regarder au niveau des dates si ça correspond, parce que chez Pascal il y a une dimension extrêmement comique, mais qui vient du côté sombre. C'est-à-dire qu'en fait il va rire de l'humain. Et donc ça en fait initialement ça vient de Montaigne, parce que Montaigne en fait Pascal en fait est juste une grande réécriture de Montaigne en y ajoutant des choses, mais c'est un sport de dialogue entre les deux. Et en gros, en tout cas, tout ça pour dire, je vais arrêter de faire des liens à 2 balles, de faire les redditions à 2 balles, mais non, mais en gros c'est intéressant de voir que il y a 2 pièces, Le Misanthrope qui est une pièce qui est censée être une comédie et qui en fait devient hyper sombre. Et en fait, et de l'autre côté, Andromaque, qui est une tragédie et qui en fait, par moments, devient très très drôle, quoi. Oui, je sais pas, mais peut-être. Mais franchement, il y a vraiment un truc à voir parce que vraiment, de même, et d'ailleurs, de même que le Misanthrope est souvent mis en scène, à mon avis, c'est peut-être aussi un peu une erreur, de façon super sombre. Putain, je suis désolé. Désolé, j'arrête de réfléchir en parlant. Mais je veux dire, c'est que, en tout cas, je sais plus ce que je veux dire. Mais en tout cas, oui, c'est ça. De même qu'il y a eu des mises en scène du Misanthrope très très sombres et que ça a été à la mode, Andromaque a été assez peu mis en scène de façon comique. Je sais pas, moi je suis pas un expert des mises en scène d'Andromaque, mais c'est possible qu'on puisse faire ce genre de lien, effectivement. On voit juste Winnie Nourson qui dit vous faites des lives trop tôt, moi je suis encore dans le métro et j'ai raté mon arrêt parce que je suivais le live.
D'abord, c'est très drôle, quoi qu'on soit très désolé pour toi. C'est comique et tragique à la fois. Et aussi, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un truc qui est récurrent et que effectivement, on les fait peut-être trop tôt. Et donc, si jamais c'est quelque chose que vous voudriez nous voir changer, voilà, on est preneur de point de vue. Il y a un autre truc qu'on souhaiterait aborder. Qui va un peu dans le sens de dire que Andromaque, c'est un truc qui parle de sujets qui sont assez qui ont une grande urgence aujourd'hui, c'est-à-dire toujours un peu dans le lien de dire voilà, le classique c'est quelque chose qui continue de nous parler, sinon en fait on aurait oublié. C'est quelque chose qui nous est pointé par une scène qui est donc la scène 5 je crois ou 8 dans l'acte 3, enfin bref peu importe, un moment où Andromaque discute avec ses fils, qui est donc sa suivante, et ses fils lui dit finalement, tu sais que tu compliques quand même vraiment beaucoup les choses. En plus, tu mets dans la balance la tête de ton fils. Donc, je te demande, ou je vous demande, d'épouser Pyrrhus, quoi. Et voilà, et comme ça, les choses iront bien. Et en plus, ça fait 1 an que Hector est mort, et donc finalement, voilà, il y a quand même lieu de tourner la page, quoi. On n'est pas non plus. Bref. Ce à quoi Andromaque répond par des vers qui sont restés célèbres, justement, où elle dit songe, ses fils, à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Et c'est vraiment l'idée de dire que on aurait tort de juste se dire tiens, c'est la meuf, elle est prisonnière, et puis l'autre c'est son geôlier, et c'est un amour impossible ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout seulement ça, en fait. C'est-à-dire que ça pose, en fait, la question du génocide, tout simplement. Dans le fait de dire que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'effectivement, ça se passe après la guerre de Troie, et la guerre de Troie a conduit à raser complètement la ville. C'est-à-dire que c'était un peu le truc qui faisait face sur l'Asie mineure, et il n'y a plus rien. Et le fait est que les gens, il y a Énée et son père qui se sont enfuis, mais globalement tout le monde est mort. C'est-à-dire que la ville a été rasée en flammes, etc. Enfin bref, et surtout tous les Troyens se sont fait zigouiller un peu par surprise, quoi, à cause du cheval de Troie, dans leur sommeil, alors qu'ils pensaient que tout allait bien, etc. Il n'y a pas eu de quartier, il n'y a pas eu de prisonniers hormis les princesses. Donc ce qui permet effectivement de remettre un peu les trucs, les pendules à l'heure, c'est vraiment de se dire que Andromaque n'est pas dans la position d'une prisonnière banale, mais elle est dans la position d'une prisonnière qui a perdu tout son peuple et qui sait que si jamais elle épouse Pyrrhus et qu'elle devient reine d'Épire et qu'elle a des enfants, ce sera une lignée qui sera effectivement éteinte. Qu'en fait, Astyanax étant le petit-fils donc de Priam, puisque le roi de Troie, et ben c'est d'une certaine manière le dernier descendant de tout un peuple de Troyens, d'une civilisation entière. Et même si en fait il paraît que Troie c'était pas si grand que ça, ou si ça existe. C'est mythique, oui. Là, clairement, dans la pièce, on est sur des histoires mythiques. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Il y a quand même une distinction. Mais le fait est donc de dire que ça permet aussi d'apporter un éclairage sur cette dimension-là, sur le fait de dire que quand tu l'as pas vécu, tu as aussi beaucoup tendance à dire ça y est, il s'agirait d'avancer, tu vois, et que c'est justement en cultivant un peu cette mémoire que d'une certaine manière Andromaque se sont liés à un peuple qui la précède. Et donc effectivement ça c'est des choses qu'il ne faut pas négliger et comprendre que Andromaque nous parle du génocide d'une façon qui est certainement beaucoup plus efficace que les téléfilms de France 2 sur les villages de résistants ou je sais pas quoi, enfin bref, les trucs où il y a des méchants et des gentils. Je veux dire, c'est que alors sans vouloir aussi, parce qu'il y a aussi un risque de vouloir dire ah mais en fait Andromaque c'est sur un génocide, donc finalement ça nous évoque aussi la Shoah, etc. Dire c'est que sans vouloir, sans comment dire. Non mais je pense pas juste de la Shoah. Oui justement c'est ça. Exactement. En fait sans tirer vraiment le mythe à soi, il y a vraiment dans cette histoire-là une histoire d'éradication d'un peuple. Il faut se dire que bien dire que Troie c'est une cité et que chez les Grecs la cité c'est le lieu. Alors bon, c'est une cité mythique, hein, mais que chez les Grecs la cité c'est le lieu d'un peuple. Et donc c'est ça. Donc Troie étant détruite, les Troyens n'ont plus de lieu où être. Et finalement. C'est pour ça que Andromaque est tout le temps dans le reproche à Pyrrhus en train de dire non mais attends, tu te rends compte, tu m'as tout pris et donc maintenant tu veux même me prendre genre mon fils, enfin voilà. Est-ce que effectivement à l'époque est-ce qu'on pouvait être un peuple en exil? Et je trouve que c'est une question qui est habilement posée par Thor Ragnarok que vous avez peut-être vu mais que toi t'as pas vu, donc je vais peut-être pas forcément spoiler, mais je m'en fiche. Comment dire, dont un des éléments de dénouement vient du fait de dire, j'espère que je ne spoil pas à vous, mais franchement on s'en passe, enfin bref, dont un des éléments de dénouement est de dire qu'en fait Ragnarok c'est la chute de Asgard, leur planète quoi, mais qu'en fait
le peuple et la civilisation et Asgard en tant que tel, c'est pas un lieu précis, mais c'est simplement le peuple qui la constitue. Et donc en fait, ils peuvent simplement effectivement quitter leur planète qui est en train d'être complètement saccagée et partir ailleurs, se reconstruire. Et c'est justement ce qu'envisage Andromaque. Oui, ça. Et ce qu'elle essaye de faire. Parce que la 3, le problème, c'est qu'à la différence, c'est que la 3, ils ont tous mort. Il ne reste plus que elle et son fils, quoi. Oui, mais sauf qu'il y a un espoir dans le fait de dire qu'il y a un petit jeune. C'est Anakin Skywalker, quoi. Enfin bref, si seulement on ignorait la suite. Mais l'idée de dire que c'est ce à quoi elle renoncerait. Et que donc, en fait, si jamais on dit simplement c'est quelqu'un qui parle et puis qui s'aime un peu, et puis en fait, voilà, ils ont du mal à s'entendre, mais on passe complètement à côté de ce que la pièce essaie des thèmes qu'elle essaie d'aborder, des trucs qu'elle essaie de toucher. Pour aller plus loin, il demande si Virgile n'interroge pas cela. Oui, exactement. C'est vrai que c'est une des dans l'Énéide. Ah oui. Et donc oui, c'est vrai que c'est une des grandes problématiques de la chute de. Oui, c'est un bon spoil quand même. Moi, j'avoue. Désolé, mec. C'est effectivement la fin. Ouais. C'est vrai que là, c'est un peu chaud. J'en suis désolé, mais le film est quand même divertissant. Ah bah c'est là. Et donc, ouais, non, c'est carrément un truc qu'on retrouve dans l'Énéide. C'est carrément un truc qu'on retrouve dans l'Énéide parce que c'est une des questions majeures en fait que pose la chute de Troie. Oui, je ne sais pas trop de quoi dire à part ça, c'est que. Ah mais non, mais si monsieur Antoine Dulac a des trucs à préciser, n'hésite pas. Hein. Parce qu'il y a l'idée que Énée, c'est avec que Yule, c'est un peu le dernier des derniers, quoi. Il y a le grand-père, alors je sais plus comment s'appelle le père d'Énée. Il y a vraiment le grand-père. Agast ou un nom comme ça, il me semble. Agast, non, Agast. Oui, c'est Agast, je crois, c'est possible. Agast, père d'Énée. Si vous le savez avant nous, et vous le... bah non, et vous pouvez pas l'écrire avant nous puisqu'il y a un peu de retard, mais bref. Oui, on est en train de parler, c'est un truc où il n'y a pas de retour et on sait que le truc sera entendu de l'autre. Anchise. Bon, Anchise. Anchise, bref. Bon. Et donc oui, Anchise, Énée et Yule. Et ouais, il y a ce truc un peu de je suis le dernier aussi. C'est un peu chez Virgile. Et d'ailleurs, dans les deux cas, on n'évoque pas. Enfin, il me semble pas que dans l'Énéide, on évoque les autres survivants troyens. Il y a toujours cette idée-là de dire un peu je suis le dernier. C'est un peu à côté de Doctor Who aussi. Est-ce qu'on apprend qu'en fait est-ce qu'on veut aussi spoiler Doctor Who? Doctor Who, attends, c'est dans le tout début, c'est dans le premier. Oui, quand la première saison. Si, on c'est dans la première saison. Ouais. Après, c'est quand même le type d'épopée extrêmement politique, lolilol, donc c'est orienté, donc je sais pas, putain quel argumentaire. Hésite pas, hein, franchement, si t'as d'autres trucs comme ça. Oui, non, mais clairement, en fait, parce que la grande thématique. Non, mais si, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que la grande thématique, non, mais le but de l'Énéide. Un fil rouge. Non, il y a un fil rouge. Le but de l'Énéide, en fait, c'est d'ancrer politiquement. Ah oui, Rome dans une histoire. Rome dans une histoire plus grande qu'elle. C'est un peu les Américains qui essaient de se trouver une histoire, no offense, qui essaient de se trouver une histoire avant les États-Unis. Et ben là, c'est un peu la même chose. C'est sous Auguste, Virgile, et Auguste qui essaie d'ancrer l'histoire romaine, et donc il va aller demander donc à Virgile de faire cette histoire-là. Et donc l'idée, en disant que c'est le dernier Troyen, c'est justement de dire que c'est les seuls légitimes descendants des Troyens. Et c'est là où c'est hyper sournois en fait. C'est quoi sournois? C'est là où la dimension en fait politique de l'épopée est complètement remplie. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que Virgile que Énée est un héros très très romain, en fait, très latin. C'est-à-dire que par exemple, quand il descend aux enfers, il y a tout le truc à chaque fois, il y a un truc où avec son épée, il entre dans les enfers, il fait ouh, et il y a son petit patron blanc. Et à chaque fois, en fait, il a toujours la peur de comment dire. C'est vraiment pas un héros grec, quoi. Lui, il est un peu de temps en temps, il a un peu des doutes, des hésitations, etc. Enfin voilà, en tout cas il y a je sais qu'en tout cas on l'a étudié, on voyait bien qu'il y avait des points vraiment très romains, et donc que c'était déjà, l'idée c'était de dire, et d'ailleurs Yule, c'est pas pour rien que Yule, alors je sais plus qui a fait je crois que D est né en fait, D Virgile il le fait, mais le fait de dire que la famille des Jules, dont descend César, en fait s'appelle la famille des Jules parce que il y a Yule qui est le fils d'Énée. Et donc ça vient de là. Enfin voilà, donc il y a la volonté de se donner une filiation mythique. C'est fondé essentiellement sur le principe de descendance. Non, c'est clairement ça.
Quel lien avec Andromaque en fait depuis le début? Si, le fait de dire qu'Andromaque, il faut bien se rendre compte qu'il y a une dimension terrible du fait qu'Andromaque est un peu dans la pièce, la dernière descendante de sa race, de son espèce. Non, c'est Astyanax le dernier. Oui, donc son fils Astyanax est le dernier. Alors, pour illustrer tout ça, on propose une petite chose. Il faut juste qu'on essaie de le faire fonctionner avec OBS. C'est de voir la première scène d'une captation qui est disponible sur YouTube, qui est le premier résultat sur YouTube, qui a été uploadé par Théâtre des Deux Rives de Versailles. Et normalement, si on clique là, est-ce que ça devrait fonctionner comme ça? En fait, on sait pas parce qu'on n'a pas de retour. Tu veux pas regarder sur le... T'as pas l'application? Non, j'arrive pas. Faut admettre qu'on est quand même vraiment pas très fort à faire ça, mais si vous pouvez nous dire si effectivement vous êtes en train de la voir. Est-ce que là, vous voyez l'écran ou pas? Et le problème, c'est qu'il faudrait revenir juste sur le... Non mais attends, en fait ce qu'on peut faire, avant toute chose, et ce qui sera beaucoup plus simple, c'est de vous donner le lien. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et, ah oui, mais on voit le truc, mais on le voit en vachement zoomé, donc c'est pas terrible. Si vous cliquez sur ce lien, eh ben, vous allez voir Ah, ouf, j'ai pas écrit les trucs. Putain, on voit vraiment tout, c'est très gênant. Ah mais non, c'est parce qu'en fait, il faut remettre ça. Oui. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Donc on vous donne le lien, on regarde un bout, on regarde du coup. Ah ça y est, voilà, ok. L'idée c'est de regarder la première scène. Et ensuite on en discute parce que c'est, pour vous donner un peu un indice de ce qu'on en dira, c'est une mise en scène qui nous paraît très mauvaise. Qui tient pas du tout pour acquis tout ce qu'on en a dit, et du coup effectivement ça nous permettra un peu de comprendre quels sont les problèmes et l'impression qu'il donne d'avoir lu le texte d'Andromaque à la va-vite. C'est marrant, j'ai travaillé sur Andromaque au lycée, on n'a jamais abordé le côté génocide, c'est dommage parce que ça ajoute vraiment de la profondeur au personnage. Oui, mais c'est aussi parce que le côté génocide c'est vraiment un anachronisme. Dire que évoquer la notion de génocide, c'est un anachronisme, mais au moins ça permet de comprendre l'ampleur. Oui, mais parce que le concept n'existait pas aussi. Si, le fait est qu'ils sont tous morts, c'est pas un truc qu'on plaque sur le texte, c'est lui qui le dit, tout son peuple est mort. Je veux dire, si. Et donc, voilà. Ce qui est frappant, vous allez voir dans la captation, c'est que dans les commentaires, tous les gens disent putain, moi je le lis parce que moi je suis en train de regarder cette captation parce que ma prof m'a demandé de lire le livre et je suis au bout de ma vie et c'est insupportable ou je sais pas quoi. Donc il y a quand même lieu de se dire, c'est quand même dommage que effectivement les gens tombent là-dessus, et vous allez voir pourquoi. Alors, question peu importante, jusqu'à quand dure le live? C'est jusqu'à, en général, je sais pas, 19h30, enfin ça dure 1 heure en général, mais vu qu'on a commencé avec 10 minutes de retard, je sais pas, jusqu'à 45 à la cool, on va voir. Alors, je propose que go pour la captation, et écrivez-nous dès que vous avez fini de voir la scène 1, c'est-à-dire au moment où Pyrrhus arrive, c'est la fin de la scène 1. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. Et déjà son courroux semble s'être adouci depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici. Qui l'eût dit qu'un rivage à mes vœux si funestes présenterait d'abord Pylade aux yeux d'Oreste, qu'après plus de 6 mois que je t'avais perdu, à la cour de Pyrrhus, tu me serais rendu. J'en rends grâce au ciel, qui m'arrêtant sans cesse, semblait avoir fermé le chemin de la Grèce. Depuis le jour fatal, la fureur des eaux, presque aux yeux de l'Épire, écarta Loris. Mais je vous vois, Seigneur, et si j'ose le dire, un destin plus heureux vous conduit en Épire. Le pompeux appareil qui suit ici vos pas n'est point d'un malheureux qui cherche le trépas. Hélas, qui peut savoir le destin qui m'amène? L'amour me fait ici chercher une inhumaine. Mais qui sait ce qu'il doit ordonner de mon sort? Et si je viens chercher ou la vie ou la mort? Pensez-vous qu'Hermione, à Sparte inexorable, vous réserve en ces lieux un sort plus favorable? Honteux d'avoir poussé ton de vœux superflu, vous laboriez. Enfin, vous ne m'en parliez plus. Me trompiez, Seigneur. Je me trompais moi-même.
Ami, n'accable point un malheureux qui t'aime. T'ai-je jamais caché mon cœur et mes désirs? Tu vis naître ma flamme et mes premiers soupirs. Enfin, quand Ménélas disposa de sa fille en faveur de Pyrrhus, vengeur de sa famille, tu vis mon désespoir. Et tu m'as vu depuis traîner de mer en mer ma chaîne et mes ennuis. Voilà comme je crus étouffer ma tendresse. Dans ce calme trompeur, j'arrivais dans la Grèce. J'entends de tous côtés qu'on menace Pyrrhus. Toute la Grèce éclate en murmures confus. On se plaint qu'oubliant son sang et sa promesse, il élève en sa cour l'ennemi de la Grèce, Astyanax, d'Hector jeune et malheureux fils, reste de temps de roi sous Troie enseveli. On dit que peu sensible au charme d'Hermione, mon rival porte ailleurs son cœur et sa couronne. Ménélas, sans le croire, en paraît affligé et se plaint d'un hymen si longtemps négligé. Parmi les déplaisirs où son âme se noie, il s'élève en la mienne une secrète joie, je triomphe. Et pourtant je me flatte d'abord que la seule vengeance excite ce transport. Mais l'ingrate, en mon cœur, reprit bientôt sa place. De mes feux mal éteints, je reconnus la trace, je sentis que ma haine allait finir son cours. Ou plutôt, je sentis que je l'aimais toujours. Ainsi, de tous les Grecs, je brigue le suffrage. On m'envoie à Pyrrhus. J'entreprends ce voyage. Je viens voir si l'on peut arracher de ses bras cet enfant dont la vie alarme tant d'état. Heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse, au lieu d'Astyanax, lui ravir ma princesse, j'aime. Je viens chercher Hermione en ces lieux, la fléchir, l'enlever, ou mourir à ses yeux. Toi qui connais Pyrrhus, que penses-tu qu'il fasse dans sa cour, dans son cœur? Dis-moi ce qui se passe. Mon Hermione encore me tient-elle asservie? Me rendra-t-il Pylade un bien qu'il m'a ravi? Je vous abuserai si j'osais vous promettre qu'entre vos mains, Seigneur, il l'a voulu remettre. Non que de sa conquête il paraît se flatter. Pour la veuve d'Hector, ses feux ont éclaté. Il l'aime. Mais enfin, cette veuve inhumaine n'a payé jusqu'ici son amour que de haine. Et chaque jour encore, on le voit tout tenter pour fléchir sa captive ou pour l'épouvanter. De son fils, il lui cache. Il menace la tête et fait couler des pleurs. Aussitôt, il arrête. Il peut, Seigneur, il peut, dans ce désordre extrême, épouser ce qu'il est et punir ce qu'il aime. Mais dis-moi de quel œil Hermione peut voir son hymen différé, ses charmes sans pouvoir. Hermione, Seigneur, du moins en apparence, semble de son amant dédaigner l'inconstance. Et croit que trop heureux de fléchir sa rigueur, il la viendra presser de reprendre son cœur. Mais je l'ai vu enfin me confier ses larmes. Elle pleure en secret le mépris de ses charmes, toujours prête à partir et demeurant toujours. Quelquefois, elle appelle Oreste à son secours. Oh, si je le croyais, j'irais bientôt Pylade me jeter. Achevez, Seigneur, votre ambassade. Vous attendez le roi. Parlez. Et lui montrez contre le fils d'Hector tous les Grecs conjurés. Alors, en gros, l'idée de cette première scène, là, dans cette mise en scène-là, c'est que ils ont enlevé complètement la dimension dramatique de la rencontre et aussi le côté négociation. Parce que comme je l'ai dit, depuis les 3 premiers actes sont des actes de négociation et on va essayer de faire plier l'autre. Et là, avec des rapports, comment dire, avec des vrais personnages en fait qui ont été construits, qui ont un passé, etc. Et là, en fait, on a juste, il semblerait que le metteur en scène se juste dit, ok.
bah voilà, dans ce premier acte, on va avoir de l'exposition, et toute la suite est comme ça. Franchement, on s'est fait le début, c'est assez rude. En gros, ils donnent des informations, et donc ils doivent se les donner. Et donc, en fait, c'est un peu la purge, quoi. On doit passer par les informations, alors on arrive. Alors oui, donc voilà, je retrouve un ami fidèle, et ma fortune va prendre une face nouvelle. Et alors, Pilate qui arrive, et il dit voilà, je suis passé en Grèce, et machin et tout. Et en fait, ils viennent tous se raconter l'un l'autre. Ils viennent faire de l'exposition, c'est-à-dire donner les informations nécessaires au public, quoi. Et en fait, ils enlèvent le fait que c'est des personnages qui se parlent, qui ont un passé, qui ont une relation, et dans cette relation, il y a une tension. C'est que Oreste, c'est une force qui va, c'est un type qui dit ok, puisqu'après tant d'efforts, ma résistance est vaine, je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Non, lis pas. Et en fait, c'est un personnage qui a une direction, en fait, et qui a une dynamique. Et Pilade, lui aussi, a une dynamique qui est une dynamique opposée, c'est-à-dire qu'il va essayer de... Alors, il va pas s'opposer complètement, mais il va essayer en fait de faire avec. Et en fait, c'est une des premières négociations de la pièce. Et c'est une négociation très bizarre, puisque justement, c'est une vraie négociation. C'est-à-dire, Pilade essaye de faire avec le désir d'Oreste et de le contrôler, le canaliser, le nuancer, etc. Alors que dans les autres scènes, ça va juste être de la confrontation. Donc une confrontation de force, Oreste qui arrive, qui dit à Hermione voilà ce que j'ai comme pouvoir, Hermione qui dit voilà ce que j'ai, et bam bam, et en fait ils vont montrer leur rapport de force, en fait, mettre en scène leur rapport de force. Mais là dans cette première scène, c'est une introduction à la pièce, et en fait on voit un premier rapport de force se mettre en place, et c'est ça, à mon sens, où le metteur en scène est passé complètement à côté, même dans ses directions d'acteurs, du rapport de force, quoi. Ils sont là, ils sont amis, alors quand ils se parlent, ils sont comme ça, arrête, n'accable point un malheureux qui t'aime. S'ils parlent en regardant ailleurs, ils regardent, après ils se retournent. C'est dommage, quoi, parce que en soi il y a quand même, alors je trouve qu'il y a quand même la qualité, c'est qu'ils connaissent bien le texte et que il y a et que c'est, ils ont appris le texte par cœur. Non, mais il faut leur reconnaître ça. Non, et que c'est pas non plus horrible à entendre, quoi. Mais en fait on perd tout l'intérêt, à mon sens, du début, c'est que il y a une tension qui se met en place. Il y en a un qui dit ouais, moi je cours au suicide, et l'autre qui fait attends mon pote, t'es mon ami, on va éviter de mourir, d'accord. Et ça commence comme ça, quoi. En fait, c'est ça qui est frappant, c'est que je trouve que dès le début, dès les premiers instants de cette scène-là, on se rend compte que comment dire, ils sont passés à côté de quelque chose. Le principal truc, c'est que il y a deux choses. D'abord, comment dire, Oreste et Pilade, ils sont meilleurs amis. C'est-à-dire que ils sont vraiment très proches. Ils ont vécu tout un tas de trucs ensemble. Et là, ça faisait 6 mois qui s'étaient pas vus. C'est-à-dire que ça faisait 6 mois que, à cause d'une tempête ou je sais pas quoi, ils avaient divergé dans leur route, et donc ils se cherchaient, et puis justement Pilade s'inquiétait. C'est-à-dire qu'il se disait effectivement mais merde, je sais comment est Oreste, parce que lui il a été amoureux d'Hermione, et du coup il avait envie de se foutre en l'air, etc. Et du coup j'étais inquiet pendant 6 mois de me dire est-ce qu'il est mort ou pas. Donc là, je le recroise, je vois enfin, c'est-à-dire que Oreste arrive dans cet endroit où effectivement lui-même a pris, c'est vrai, la décision de se foutre en l'air, c'est-à-dire soit il récupère Hermione, soit il se bute. Il voit son meilleur pote qu'il n'a pas vu depuis 6 mois, et il fait quoi? Il lui serre la main, il dit ah, je suis très content de te voir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus, on a vraiment l'impression que les mecs ils discutent au réfectoire, ils se voient tous les 4 matins, quoi. Comment dire, tu te dis mais tu passes complètement à côté du rapport qu'ils entretiennent l'un avec l'autre, et d'autant plus que comment dire, alors je veux bien qu'il faille avoir un début, mais quand la pièce commence directement, mais attendez, je vous mets le lien sur le truc Wikisource là, où vous avez le texte. Quand un texte commence par oui, virgule, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle, comment dire, tout pointe vers le fait qu'ils sont au milieu d'une conversation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement déjà des choses qui se sont dites, mais on commence pile au moment où Oreste, ça y est, il commence à mettre en branle la machine, et voilà, et comment dire, oui c'est ça, la machine infernale a commencé. Donc, comment dire,
c'est ça que je trouve aussi un peu catastrophique, c'est que ils commencent vraiment ah salut, on se voit, on se serre la main, alors qu'en fait c'est plutôt le truc commence directement, ils sont déjà mais en mode pris dans les bras, enfin c'est vraiment un truc hyper émouvant de leur part, tu vois, et effectivement là on passe complètement à côté. Donc il y a aussi tout un tas de difficultés qui viennent toujours du fait de dire que on a l'impression que c'est un texte qui est dit, ça y est, hop, on balance, on dit les trucs, etc. Avec d'ailleurs l'idée que, comme le disait Saul Kaiser, les rimes en fait ressortent vachement, pas parce que, comment dire, la rime, ça fait partie de toute façon de la musicalité de l'alexandrin. On peut pas l'enlever, et ça fait partie aussi du rythme de ce texte, et qui fait que bah, voilà, c'est un rythme qui est pas anodin, hein. C'est pour ça que c'est aussi un peu difficile parfois à entendre, mais la rime on l'entend d'autant plus que en fait il y a que les vers qui sont là, et les vers qui sont dits où en fait comment dire un vers ne va pas finalement se distinguer d'un autre, parce qu'en fait ils sont là, ils donnent des informations. Donc ils donnent des informations et voilà, et ils les débitent une à une, et c'est pour ça aussi que la rime on entend tant que ça, c'est parce que y a pas de voilà, c'est ça. Et c'est comment dire, ils se font prendre par le verre en fait, ils se font submerger par la puissance du verre, ce qui est pas bon. Le principe c'est que le verre il sort du personnage, c'est pas le verre qui le surplombe. Oui, c'est ça, et que si on avait voulu inventer un truc pour transmettre des informations, on n'aurait pas inventé l'alexandrin. Enfin, c'est la pire façon de le faire. C'est-à-dire que si on a pensé à l'alexandrin, si on y a recours, c'est parce que ça permet d'autres choses. Par exemple, prenons le principal monologue d'Oreste dans la scène 1, toujours, qui commence par je me trompais moi-même, ami n'accable point un malheureux qui t'aime. On voit que c'est le début du récit parce qu'il dit tu vis naître ma flamme, et donc il commence par là, c'est-à-dire tu vis naître ma flamme pour Hermione, et jusqu'au moment où il se voit, c'est-à-dire qu'il fait un peu un gros backup de l'histoire. Comment dire, la façon dont l'acteur là le dit, j'espère qu'il n'est pas en train de regarder le live, parce que je voudrais pas être mal poli, mais comment dire, il dit tellement les infos, il débite son texte, on a l'impression que le mec il est payé à la ligne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un texte qui a des respirations et qui a des moments de tension et des montées, des trucs qui redescendent. C'est-à-dire qu'il y a en permanence une alternance entre le récit narratif, c'est-à-dire le fait de dire ah voilà, grosso modo il y a ça qui s'est passé, je traînais de mer en mer, etc., ma chaîne et mes ennuis, et ensuite il alterne ça avec la façon dont il se sent lui-même, c'est-à-dire que ça l'a mis en colère, ou alors que ça l'a mis, ou je sais pas quoi, et donc en fait il y a des pauses, il y a des ruptures de rythme, il y a des trucs qui repartent, etc., enfin bref, il y a des trucs, il y a des rejets qui commencent immédiatement. J'y courus point, je pensais que la guerre et la gloire de soins plus importants rempliraient ma mémoire, etc. Et à chaque fois, et du coup il y a aussi une montée dans le fait de dire j'y cours, ensuite on est autour des vers 65-70, j'entends de tous côtés qu'on menace Pyrrhus, toute la Grèce éclate en murmures confus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure façon de raconter cette histoire que la façon dont Racine l'a fait. On se plaint quand nous oublions son sang et sa promesse, il élève en sa cour l'ennemi de la Grèce, etc. Enfin bref, j'apprends que pour ravir, etc. Donc, je me propose, je triomphe. Et là, et en fait, mais il y a quand même des trucs qui se passent, c'est-à-dire rupture, mais l'ingrate en mon cœur reprit bientôt sa place. Et donc en fait c'est un truc où quand tu imagines quelqu'un qui l'a vraiment vécu, qui est effectivement déchiré au point que ça fait 10 ans que il a été un peu largué, quoi, d'une certaine manière par Hermione, et qu'il traîne ça, et que là il est en train de dire soit je la récupère, soit je me bute, et juste j'ai retrouvé mon meilleur pote, et peut-être qu'effectivement alors ça va m'éviter de crever pour cette affaire-là. D'où le oui, tu vois. C'est ça. Mais comment dire, avoir tout ça en tête et juste dire oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, et après enfin tu dis mais mec, mais enfin ce texte n'a pas de sens pour toi, tu as l'air de t'en foutre, quoi. Enfin bref. Justement, en fait, on devient une grande chaîne de clash. Et régulièrement, on va faire des clashs, on va aller. Clash, le terme des deux rives de Versailles. Non, vous êtes. Ok. Ouais. Bref, non, mais t'as dit ce que t'avais à dire, et je pense que tout ce que j'avais à dire aussi. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions, sachant qu'on les recevra dans 30 secondes, et auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde? En attendant, on se permet de dire qu'on est attaché aussi à Andromaque parce qu'on a potentiellement un projet d'en faire. De grosses vidéos, un jour. Tu veux pas dire? Non, c'est un sorte d'énorme projet. Bah non, mais même. Ouais, mais même. Non, c'est un énorme, c'est un truc, un très très gros, un énorme truc qui serait de l'ordre de la mise en scène.
Enfin, on verra. Le fait est qu'effectivement, c'est une pièce qui nous parle et c'est, comment dire, on n'y a pas travaillé 1000 ans pour tirer ça. Quand tu montes un truc, en général, je sais pas, tu passes quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc là, ils font un truc. Et c'est pour ça aussi que d'une certaine manière, les gens dans les commentaires disent mais on est au bout de notre vie, c'est archi chiant, même comme ça, c'est de la merde. Il y a aussi les gens qui toussent, il y a aussi le caméraman qui fait le point au fur et à mesure. Ça, j'admets que ça complique un peu. Il y a le petit micro pourri qui est juste au milieu et du coup, les gens sont obligés de gueuler. Mais en fait, il y a quand même l'idée de dire que si jamais c'est aussi chiant pour tout le monde à regarder, c'est aussi parce qu'en fait, c'est de la grosse merde. Le théâtre, c'est pas des gens qui parlent, qui sont debout et qui disent qui disent des trucs en excentrain. C'est au contraire une façon de dire, tu vas voir devant toi des gens qui vont mettre en scène des trucs que tu vois jamais. Si jamais on oublie ça, bah franchement, autant rester chez soi parce que ça coûte quand même un peu cher. Le teasing de fou, ah oui, c'est ça. Une sorte de monologue d'Hippolyte 2.0, mais 100 fois mieux. 1000 fois mieux. Quoique le monologue d'Hippolyte était déjà hyper stylé. Alors c'est pas un monologue d'Hippolyte, c'est le monologue de Théramène, le récit de Théramène. Non, vous êtes à 100 km de ce qui va se passer. On n'a pas encore confirmation. Voilà. Mais on est. Ouais. Non, mais là on travaille sur un truc qui va être. Alors, qui si ça sort, sera dans très 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 longtemps, etc. Là on parle d'un truc qui est du niveau du bouquin, on va dire, qu'on a sorti. Vous savez qu'on a sorti un bouquin? Non, du niveau du bouquin qu'on a sorti. Donc c'est un truc qui serait énorme. Et voilà, là on est en train de bosser dessus. Et donc c'est nous. Voilà, on attend des réponses à droite à gauche, etc. Mais ça va de la gueule. Mais voilà. Bref, donc c'est dramatique qu'il y ait uniquement cette captation-là et que les gens soient obligés de le regarder. Et du coup, à la rigueur, si jamais vous voulez voir comment le truc a été fait, il y a effectivement le résultat sur YouTube, Oreste et Mermione, etc., etc. Que moi je trouve pas génial, mais en tout cas, on peut effectivement en tirer 1000 fois plus de choses que dans cette captation qu'on inflige malheureusement aux scolaires. Une pièce de théâtre jouée par vous en live sur YouTube. On va pas te donner toutes les informations. Ouais. En tout cas, c'est pas ça. Mieux que ça. C'est mieux. L'idée, c'est quand même mieux que ça, largement. Voilà, 100 fois mieux. 100 fois mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, il y a le Charlie Baudelaire qui, on est désolé. Ça fait un petit bout de temps que là ça traîne. Ça fait 2 semaines, c'est ça, qu'il devrait être sorti. C'est pas que ça traîne, c'est que ça continue. Mais en fait, c'est que ça. Non, mais je dis que ça traîne. En fait, c'est juste que voilà, nous-mêmes, en fait, c'est hyper compliqué parce que le Charlie Baudelaire, c'est pas directement notre ressort. On doit faire appel à des amis hyper talentueux. Et donc voilà. Et donc en fait, voilà, on peut pas nous-mêmes leur mettre une pression de malade puisqu'ils font ça hyper gentiment et gracieusement pour nous. Et donc voilà, ils prennent leur temps et on préfère vous donner un truc qui soit joli et qui vous plaise plutôt que de sortir un truc rushé, etc. Donc le Charlie Baudelaire là, il arrivera quand il arrivera, etc. Et donc normalement il arrivera dimanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La semaine prochaine on a une chronique qui va arriver. Et je sais pas si vous l'avez vu, il y a une vidéo qui est sortie hier parce qu'elle a été assez peu vue. Une vidéo avec Larald, donc une vidéo sur les booktubes du patrimoine. C'est la 2e vidéo des booktubes du patrimoine où on parle de Champollion. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est une petite vidéo rapide de 3 minutes. Ce qui est un peu chelou, c'est qu'en fait, comme c'est un des trucs qu'on fait un peu en flux poussant, quoi. Cette vidéo, on l'a tournée en décembre, et là on est le 13 avril et du coup elle sort maintenant. Et en fait, c'est frappant, c'est qu'on se rend compte à quel point, si on l'avait faite aujourd'hui, on n'aurait pas forcément fait la même chose, parce que pour plein de raisons, mais à la fois au niveau du fond et au niveau de la forme. Et donc c'est vrai que vu qu'avec les chroniques, mine de rien, au niveau du fond, et on réfléchit beaucoup sur l'art en général et sur notre conception de l'art, et on voit qu'elle a évolué quand même depuis le début de l'année. Enfin, de la vulgarisation. Ouais, mais non, de l'art aussi, justement, de la façon, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'être un auteur, etc. Et en fait, résultat, il y a les vidéos qu'on sort maintenant et qu'on a fait à l'époque. Et en fait, on est un peu frustré parce qu'au niveau de la forme, aujourd'hui, il me semble qu'on fait des trucs mieux qu'en septembre, par exemple. Et au niveau, par exemple, il suffit de voir la chronique sur Alexandre Astier et la chronique sur Blade Runner. On a une grosse différence entre les deux, il n'y a rien à voir. Et donc au niveau de la forme, voilà, c'est frustrant, et au niveau du fond, on a un peu changé, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, à ce sujet, il y a justement une vidéo qui a été publiée très récemment par Nota Bene et Manon Bril de C'est une autre histoire. Je ne sais pas si c'est des chaînes que vous suivez, mais ils ont fait ils ont fait une vidéo qui s'intitule Comment bien vulgariser. Et en gros, ils essayaient de faire un peu un état des lieux de l'expérience qu'ils ont acquise et de la façon qui pour eux leur paraît pertinente de vulgariser. Et en fait, ce qui nous paraît un peu frappant, c'est
que, mais on cherche pas du tout à dire que c'est pas la bonne façon ou que nous on fait 1000 fois mieux ou je sais pas quoi, mais comment dire, il nous semble vraiment qu'effectivement. Moi j'ai vu l'autre moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tout le monde peut faire l'histoire. Parce qu'il y a une vidéo qui était tout le monde fait l'histoire. Mais c'est qu'en fait, en tant que la vulgarisation, si je peux dire, c'est à la fois un truc qui existe depuis longtemps et en même temps un truc qui a subi un boom de pratiquants depuis YouTube. Et du coup, on ne peut pas se permettre de ne pas en permanence remettre en question la façon dont on le fait. Et je trouve que d'une certaine manière, le fait de dire il faut des infos solides et en même temps un peu des blagues et voilà, et en faire des récits narratifs, quoi. Je trouve que c'est passé encore un peu à côté comment dire, c'est ne pas voir tout un tas de problèmes que ces choses-là posent et qui peuvent en fait être réglés. En même temps, nous aussi, j'allais dire, on a fait une vidéo qui s'appelle Où va la vulgarisation et où on réfléchit sur la question et l'idée c'est justement de dire que cette vidéo-là, elle sera, alors il y a un dessin animé super à la fin qui sera jamais dépassé, mais cette vidéo-là elle-même, elle sera caduque finalement dans 6 mois, c'est-à-dire que dans 6 mois nous-mêmes on aura complètement changé vis-à-vis de notre... Donc là je pense que la vidéo, en l'occurrence c'est leur avis à l'instant T, qui sera pas le même tu vois. Oui, c'est fort probable, mais disons que voilà, il faut toujours essayer de se dire que comment dire, c'est quelque chose de compliqué de se dire je veux transmettre des informations et est-ce que c'est ça qui est le plus efficace? Est-ce que pour faire comment dire, contribuer à faire aimer les littératures classiques, est-ce que l'important c'est de donner des infos sur la littérature classique? Et vous voyez bien que c'est pas exactement la direction dans laquelle on essaie d'aller. Oui, mais c'est différent, c'est que nous c'est un art. Enfin, je veux dire par exemple l'histoire c'est pas un art, donc tu vois. Oui, mais le problème, c'est que d'une certaine manière, l'histoire, je dis ça, enfin, ayant moi-même un master d'histoire contemporaine, donc je ne cherche pas à parler sur les plates-bandes des autres, mais je dis simplement que l'histoire en tant que science s'oppose fondamentalement en tant que telle à l'histoire récit. Puisqu'elle est en permanence, elle a en permanence pour objectif de dire ce n'est pas un individu qui a permis de faire avancer les choses, mais c'est une plâtrée de trucs en général. Ce qui est assez frappant et ce qui est toujours frustrant, c'est que quand vous avez quand vous avez un ouvrage historique qui cherche à parler d'un tel groupe ou je sais pas quoi, et bien en permanence, quelques années plus tard, vous avez un ouvrage en réponse qui dit oui, mais ce groupe on l'a vachement catégorisé et en fait il y avait protéiforme d'intention, des gens à l'intérieur, etc. Et du coup en fait finalement toutes les catégorisations qu'on a faites sur le sujet sont un peu caduques. Et donc, d'une certaine manière, c'est ça qui pose un peu problème en histoire et qui nous comment dire, bref. Il n'y a pas de conclusion parce que je voudrais pas, j'ai pas d'avis définitif sur le sujet. En tout cas, cette vidéo t'a interrogé. Mais je trouve que cette vidéo représente un état de la vulgarisation qui nous paraît un peu, comment dire, pas définitif, qui ne peut pas être définitif parce qu'en tant que tel, il résout pas tout. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah d'ailleurs, non, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est intéressant de réfléchir là-dessus parce que et aussi avec vous parce que nous c'est ce qu'on fait, ça nous prend quand même beaucoup de temps, donc on aimerait, c'est hyper important en fait pour nous de réfléchir, de savoir si c'est pertinent ce qu'on fait, si c'est même si on a des bons retours en fait, à voir si même au-delà des bons retours, ce qu'on fait c'est bien quoi. Est-ce que c'est quelque chose de bon ou est-ce qu'en fait c'est juste quelque chose qui plaît et puis finalement on passe à la suite quoi. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on y réfléchit beaucoup. Il y a un truc à dire sur ces trucs là, donc je lis rapidement. Cette mise en scène représente le problème des adaptations d'œuvres écrites en général sous la forme de films ou de pièces. On perd forcément en info en bien ou en mal, même si pour le théâtre c'est l'idée d'en faire quelque chose de visuel. Et Antoine Dulac qui répond, c'est je pense même un problème qui s'inscrit dans la sémantique entre présentation de Racine et représentation de théâtre. On a donc forcément un décalage, donc je rejoins Soulkaiser là-dessus. Et ce cercle vicieux, c'est un peu le principe. Ah oui, ça c'est à propos d'autre chose. D'une certaine manière, comment dire, il y a du vrai et en même temps l'idée c'est que comment dire, à l'époque au XVIIe, mais ça c'est plutôt Redek qui est spécialiste là-dessus, mais comment dire, les pièces n'étaient pas le texte était diffusé après la représentation, c'est-à-dire que le texte était écrit à destination des comédiens pour qu'ils l'apprennent, mais ensuite il y avait uniquement représentation. Et souvent pour les pièces notamment pour la pièce de Racine, elle est représentée pour la première fois en 66 et publiée sous forme de texte en 67, c'est-à-dire que ça passe un peu après, c'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'elle a été pensée. Donc d'une certaine manière, la représentation ne représente pas intrinsèquement un problème, étant donné que c'est plutôt l'objectif principal. Donc, ce qu'on veut simplement dire, c'est que comment dire, c'est qu'il y a plus un problème qui tient à la captation en tant que telle, c'est-à-dire que là, ça bosse, hein. oui, n'est-ce pas? Et donc, j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave parce que j'espère que j'avais été clair.
Bon voilà, je pense qu'on va terminer parce que là il y avait encore deux petits commentaires sur les problèmes de l'histoire. Oui c'est vrai, l'histoire qui est basée sur des témoignages et l'historien doit en faire quelque chose et donc résultat c'est le cercle vicieux qui est un peu le principe de l'histoire, savoir quel groupe on va faire à partir des... Alors j'imagine c'est ça, à partir des éléments qu'on a, qu'est-ce qu'on va dessiner comme histoire justement dans l'histoire, parce que c'est tracer du sens dans les éléments épars, dans les sources. Quel sens tracer dans les sources primaires ou secondaires, c'est la problématique de l'histoire, et que le problème c'est qu'à chaque fois le sens peut être remis en question par un autre en disant mais en fait tu as tracé telle histoire dans l'histoire et en fait en réalité on voit bien que ça c'était plus pertinent de tracer le sens comme ça. Voilà, donc si vous avez pas d'autres choses, nous sur Andromaque là on a dit ce qu'on avait à dire aujourd'hui en tout cas. On est content d'en avoir parlé avec vous parce que ça nous a mis des choses vraiment bien en place, et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur cette histoire d'humour et de voir en quoi Andromaque est drôle, et j'y réfléchirai. Merci beaucoup de votre fidélité et de réagir comme ça nous touche beaucoup parce que c'est la raison pour laquelle on continue ces lives, c'est qu'en fait il y a quand même quelque chose de particulier, 1000 fois plus particulier par rapport à YouTube, donc on est vraiment ravis. On vous dit à bientôt et prenez soin de vous comme disent les gens.